Bon, on va démarrer. Bon, déjà, merci. Bonjour à tous. On va pouvoir, donc, déjà, merci à tous d'être avec nous sur cette pause déj et évidemment, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par Farmed Insight. On va être ensemble pour à peu près 40-45 minutes. Je vais vous expliquer après comment on va dérouler ce webinaire. Mais voilà, pour commencer, peut-être un petit mot rapide sur nous, Farmed Insight, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui nous connaît. En un mot rapide, Farmed Insight, c'est une société d'études de marché qui est spécialisé dans le domaine de la santé et qui accompagne en fait l'industrie pharma dans la compréhension de ses marchés et de ses cibles depuis à peu près 2011, donc ça fait à peu près 15 ans maintenant. Personnellement, moi, ça va faire près d'une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine des études de marché, dans le domaine de la santé. Et même si j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre vous sur des projets, on a rarement en fait finalement le temps de discuter de nos métiers respectifs, de vos contraintes, de ce qui fait aussi la spécificité des études dans le domaine de la santé et surtout de ce qu'on pourrait en fait mettre en place pour améliorer un peu les choses. Et chez Farmed Insight aussi, depuis quelques mois, on entend et on voit aussi beaucoup de choses évoluer dans le domaine des études de marché ad hoc. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous, par exemple, qui étaient présents, mais récemment, on s'est rendu en fait au Printemps des études, qui est un événement qui est vraiment dédié aux professionnels des études de marché, pas simplement dans le domaine de la santé. Et en lisant le programme, on s'est rendu compte que voilà, on avait près de 3 conférences sur 4 qui portaient sur l'apport de l'IA pour nos métiers des études. De fait, on s'est dit que c'était peut-être le moment en fait de vous donner un peu la parole à vous, à nos clients, à des gens qui ne sont pas clients chez Farmed Insight aussi, pour déjà comprendre en fait quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous menez une étude ad hoc, que ce soit lié au process de vos organisations, pardon, ou bien à vos échanges aussi avec nous, prestataires études. Et c'est aussi un moyen pour nous de s'améliorer et de comprendre où le bas blesse. Le deuxième objectif, c'était aussi de comprendre ce que vous envisagez pour le futur, ce que signifie en fait pour vous la notion d'innovation dans ce domaine des études, en comprenant bien entendu l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup, mais évidemment pas que ça. Et enfin, au vu de l'intérêt qu'a généré le projet, on serait aussi super heureux que ce webinaire puisse devenir potentiellement un vrai rendez-vous pour tous les professionnels des études de marché qui évoluent au sein de l'industrie pharma. Donc, de fait, on a décidé de vous interroger, vous qui travaillez en tant que responsable d'études de marché ou au contact des études, via un petit questionnaire qu'on vous a transmis, donc comme je disais, à des clients, mais même à des personnes avec qui on n'a jamais travaillé. Bref, à toutes les personnes qui travaillent au sein de l'industrie pharma et qui touchent de près ou de loin aux études ad hoc. On va donc vous présenter quelques résultats issus de cette étude dont vous avez été vraiment les acteurs. Et puis, dans un second temps, comme l'idée, c'est pas forcément simplement de faire un diagnostic ou un état des lieux de la situation, mais bien aussi de pouvoir proposer des solutions, on a décidé d'inviter un partenaire avec lequel on travaille régulièrement pour qu'ils puissent en fait tout simplement nous parler des solutions qu'ils ont développées, solutions qui, du fait de notre partenariat avec eux, on sera potentiellement en mesure de les intégrer en fait dans vos futurs projets d'études. Et c'est ce qui explique du coup la raison de Lucie aujourd'hui. Euh, Bonjour. Déjà, bonjour Lucie. Déjà pour commencer, vraiment, on souhaitait remercier tous les laboratoires et toutes les personnes au sein de ces laboratoires d'avoir vraiment répondu à l'appel et d'avoir participé à cette grande consultation. On souhaitait aussi remercier Infostat et leur faire un peu de pub. Infostat, c'est l'association qui vraiment représente entre autres les professionnels des études de marché qui évoluent au sein de l'industrie pharma. On veut les remercier pour avoir relayé le mot à tous leurs adhérents, mais aussi pour nous avoir apporté leur soutien tout au long du projet. Au final, du coup, ce projet, vous le voyez ici, il aura permis de donner la parole à plus d'une trentaine de décideurs études qui représentent un peu plus de 25 laboratoires au total. Ok, donc du coup, on va pouvoir un peu commencer à vous présenter un peu ces résultats. Pour commencer, on a voulu vraiment faire un état des lieux sur les contraintes
qui peuvent peser sur le lancement de projets d'études quand on travaille au sein d'un labo. Le premier enseignement de notre consultation, et on espère que vous serez d'accord avec ces résultats, de toute façon ça vient de vous, il est assez simple, c'est que mener une étude de marché quand on travaille au sein d'un laboratoire, on a le sentiment que c'est quelque chose qui se fait en tout cas c'est une activité qui se fait beaucoup aujourd'hui sous contrainte, potentiellement un peu plus qu'avant aussi. C'est des contraintes qui semblent de plus en plus importantes, puisqu'il y a quand même 45% d'entre vous qui avez été interrogés qui estiment qu'il est plus difficile qu'avant de réaliser des études. Alors, on va revenir ensuite en détail sur les raisons pour lesquelles vous jugez qu'il est de plus en plus difficile de lancer des études, mais c'est un premier constat quand même assez intéressant et qui fait aussi écho à beaucoup de projets qu'on a pu réaliser avec vous et beaucoup de conversations qu'on peut avoir avec vous aussi. Par ailleurs, au-delà du fait qu'il est difficile de lancer des études, vous avez aussi le sentiment que le nombre d'études que vous lancez, je parle bien d'études ad hoc, a tendance quand même à diminuer, a eu tendance à diminuer au cours des 5 dernières années. Dans l'étude, voilà, en moyenne, juste pour que vous puissiez aussi situer, dans l'étude, en moyenne, vous nous dites à peu près réaliser 5 à 7 études par an. Euh, pour avoir discuté de ces résultats avec plusieurs personnes d'entre vous, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce constat aujourd'hui. Déjà, d'un point de vue organisationnel, dans un premier temps, il y a de moins en moins de laboratoires qui ont un département entièrement dédié exclusivement aux études de marché. La fonction études, elle a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Elle est de plus en plus rapprochée d'autres activités qui gravitent autour de la donnée. Donc, ça peut être l'analyse des ventes, ça peut être la SFE, la business intelligence, l'engagement client. Bref, plus de missions et donc, du coup, potentiellement aussi plus de données et potentiellement moins d'études ad hoc. C'est peut-être une première piste sur laquelle réfléchir. Et ensuite, autre raison qui peut expliquer que c'est de plus en plus difficile de réaliser des études et que leur nombre diminue, c'est les budgets. Vous nous en avez parlé dans ce projet, près de la moitié d'entre vous estiment, près de la moitié d'entre vous estiment ne pas être satisfaits des budgets qui sont alloués au sein de votre organisation pour les études de marché. Alors, on ne sait pas si c'est quelque chose qui est conjoncturel ou qui est quelque chose de constant, mais le fait est que voilà, ces éléments budgétaires, c'est aussi des choses qui rentrent en ligne de compte. Enfin, il y a d'autres éléments qui expliquent qu'on a un niveau de contrainte particulièrement élevé autour des études de marché aujourd'hui. Ce sont vos processus internes. Là aussi, vous nous en avez beaucoup parlé. Le premier point, ça va être évidemment les délais de ma validation, pardon, des matériels d'études. On n'a pas été très étonné de voir ces résultats, mais voilà, 81% d'entre vous nous ont dit que ces matériels d'études étaient particulièrement longs à valider. Une raison simple, c'est aussi lié aux contraintes de pharmacovigilance, de RGPD, mais bref, en tout cas, c'est l'un des principaux obstacles aujourd'hui que vous mentionnez en termes de contraintes autour des études ad hoc. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant, et ça, pour le coup, je pense que ça peut aussi alimenter des choses en interne chez vous, mais en gros, il y en a certains qui nous disent aussi en tout cas qui estiment que la concertation entre les équipes sur les objectifs d'un projet d'étude n'est pas toujours forcément ultra optimale. Là aussi, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, cet alignement sur les objectifs d'une étude, il est clé. Parce qu'il peut y avoir un effet aussi domino qui, à la fin, va coûter très cher. Des équipes pas alignées, souvent c'est un prestataire aussi qui est mal briefé. Et un prestataire mal briefé, c'est un prestataire qui va vous proposer potentiellement la mauvaise méthodologie d'étude et ainsi de suite. Donc voilà, vigilance quand même sur ce point parce que c'est quand même vraiment ressorti dans la petite enquête qu'on a menée auprès de vous. Et puis le dernier point, puisque voilà, il y a quand même près des trois quarts d'entre vous qui nous ont dit que les processus de référencement de nouveaux prestataires peuvent aussi être problématiques. Bon, on n'est pas évidemment ici pour se plaindre, mais on peut tout à fait témoigner s'il y a besoin. Au final, même si ces études, elles ont tendance à se faire dans un environnement qui est plus contraint, notamment par les budgets, mais aussi par vos processus internes, on l'a vu, il y a une bonne nouvelle. Il y a quand même des bonnes nouvelles. On n'est pas juste ici pour se flageller. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même près de la moitié d'entre vous qui estiment que les études que vous réalisez aujourd'hui ont plus d'impact qu'avant sur la stratégie de votre laboratoire. Et ça, c'est un enseignement quand même particulièrement important.
Ce projet, c'était aussi l'occasion de faire un petit état des lieux quand même des relations que vous pouvez entretenir avec nous, prestataires études, et aussi de faire un peu, voilà, de pouvoir évaluer en tout cas votre satisfaction. On vous a donc posé en fait tout un tas de questions sur votre satisfaction vis-à-vis des prestataires avec lesquels vous travaillez. Pas seulement nous, Farmed Insight, mais vraiment l'ensemble des prestats avec lesquels vous pouvez travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes globalement, alors, on est content de ces résultats, mais vous êtes globalement satisfait quand même des prestataires qui vous épaulent au quotidien. C'est une satisfaction qui est portée avant tout par des éléments ayant surtout trait en fait à des éléments très pratico-pratiques en fait de la gestion de projet. La gestion des délais, les méthodologies employées, le suivi sur les projets, mais aussi l'expertise de vos interlocuteurs. Donc ça, c'est des éléments quand même dont on est quand même particulièrement satisfait, nous, en tant que prestat. En revanche, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels vous nous évaluez beaucoup plus sévèrement. Et ces résultats doivent, je pense, en tout cas, tous collectivement nous inviter à se questionner sur la qualité des livrables qu'on peut vous remettre, notamment quand on voit les niveaux de satisfaction qui sont obtenus sur notre capacité à transformer les résultats en données opérationnelles pour les équipes, puisqu'il n'y a que 49% d'entre vous qui déclarent être satisfaits de vos prestataires sur ce point. De la même manière, à l'heure où on parle quasiment plus que d'innover, là aussi, vous êtes quand même à peine plus d'un tiers à juger être satisfait sur notre capacité à vous proposer des innovations dans l'approche méthodologique. Donc, ça tombe bien qu'on fasse ce point parce qu'on va pouvoir vous proposer aussi et vous montrer qu'il se passe pas mal de choses. Maintenant qu'on a fait ces deux constats, à la fois sur les contraintes que vous rencontrez, mais aussi sur votre satisfaction vis-à-vis des prestats qui vous accompagnent, on a voulu faire aussi un point assez spécifique sur les études auprès de patients. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, depuis 2010-2015, on l'a tous constaté, je pense, le patient occupe une place qui est de plus en plus importante dans le choix des traitements qui leur sont prescrits. Pourquoi? Tout simplement parce que il a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, qu'elles soient de qualité ou pas d'ailleurs. Mais un patient qui est plus informé, c'est forcément un patient qui va challenger de plus en plus son médecin en consultation pour une initiation de traitement ou pour switcher, pour changer de traitement. Donc, inévitablement pour vous en tant que laboratoire, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, parce qu'on a vu ces nombres d'études augmenter, on a le sentiment que c'est devenu de plus en plus vital pour vous de prendre davantage en compte leur perspective, leur parcours de soins, mais aussi plus largement leur parcours, voilà, comment ils s'informent, comment ils vivent avec leur traitement, l'impact des traitements sur la qualité de vie, etc., etc. Donc voilà pourquoi en fait on avait souhaité vous poser quelques questions au sujet des études patients. Juste un rapide disclaimer à ce sujet. Quand on parle de patients ici, on parle vraiment plus spécifiquement d'études auprès de patients dits complexes à interroger, donc des patients qui vivent avec un cancer, une maladie rare ou une maladie chronique à fort impact, disons. Déjà, peut-être un premier chiffre. Plus de la moitié d'entre vous ont estimé que vous réalisez plus d'études auprès de patients qu'avant. Ça, c'est un chiffre quand même assez important. Preuve quand même que, en gros, les activités que vous pouvez avoir côté études sont aussi le reflet des transformations du système de soins. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais même si vous en faites davantage, il y a près d'un quart d'entre vous qui aimeraient quand même pouvoir en faire là aussi davantage si c'était possible. Là aussi, pour mettre un peu de rationnel et pour avoir discuté un peu de ces résultats avec certains d'entre vous, déjà d'un point de vue organisationnel, chez Pharmed Insight, on constate quand même que ces études auprès de patients, elles peuvent être menées par des équipes différentes. Dans certains laboratoires, ce sont par exemple les équipes qui sont dédiées à la patient centricity, qui vont l'idée ce type de projet. Beaucoup moins souvent les équipes marketing ou les équipes BI. De fait, du coup, dans cette étude, on a plutôt des profils responsables d'études qui sont représentés. Donc, c'est peut-être ce qui explique ce chiffre. Et ensuite, et ça, c'est une petite chanson pour le coup qu'on entend assez souvent quand on est prestataire, les laboratoires ne font pas plus d'études auprès de patients parce que c'est trop complexe à mettre en œuvre. Du coup, on s'est dit là aussi qu'on allait vous poser la question pour savoir à quel point c'est une contrainte et pourquoi c'est une contrainte en fait, tout simplement. Le premier, alors déjà, il y a vraiment deux obstacles qui ont été le plus souvent mentionnés. Premièrement, ça va être tout ce qui est contrainte
réglementaires, là aussi internes aux organisations bien sûr, qui sont jugées trop importantes. Parmi celles qu'on entend le plus souvent, je pense que vous les connaissez aussi, la pharmacovigilance bien sûr, le montant et la gestion des dédommagements, la confidentialité des données, les mentions RGPD, la question du consentement, bref, effectivement, beaucoup de contraintes réglementaires, bien que ces contraintes soient bien entendu aussi nécessaires pour protéger les patients tout au long du projet. Enfin, il y avait aussi une autre difficulté qui était évoquée pour pouvoir mener ces études auprès de patients, c'est votre capacité à identifier le canal optimal pour obtenir un échantillon qui est vraiment de qualité. Sur ce point, on le sait, il n'existe pas de standard. Il existe plusieurs façons de recruter des patients pour réaliser des études, que ce soit via professionnels de santé, via associations de patients et aussi via des panels ou des communautés de patients en direct. Donc voilà, on nous a voulu aussi poser plusieurs questions sur la confiance que vous pouvez accorder à chacun de ces canaux. Malheureusement, on va pas avoir le temps aussi de rentrer dans le détail, mais on vous enverra le rapport complet dans tous les cas. Vous aurez l'occasion de découvrir quels sont les canaux auxquels vous accordez aujourd'hui le plus de confiance. Et il y a un dernier point qui était ressorti, c'est votre capacité à trouver un prestataire. C'est un chiffre intéressant, mais votre capacité à trouver un prestataire qui a une vraie expertise sur le sujet, là aussi, évoqué parmi les contraintes les plus importantes. Bon, on va maintenant passer à la quatrième et dernière partie de la présentation, à savoir ben, quelles sont vos perspectives pour l'innovation dans les études ad hoc. Pour rappel, l'idée de ce projet, c'était à la fois de faire un bilan des pratiques actuelles, donc ce qu'on vient de faire un peu, mais aussi de mieux comprendre de quoi serait fait l'avenir selon vous, du point de vue des méthodologies d'études, mais aussi de la gestion de projet en général. Bon, une première nouvelle déjà, une grande partie d'entre vous considère quand même que les études ad hoc dans le domaine de la santé sont bien une discipline qui est ouverte à l'innovation. Parmi les principales attentes qui sont les vôtres aujourd'hui pour l'innovation, la première que vous nous avez mentionnée, c'est être en mesure d'inventer de nouvelles méthodologies qui sont plus adaptées aux problématiques de l'industrie pharma. On le sait aujourd'hui, les méthodologies d'études, elles sont quand même assez standardisées, assez traditionnelles, du Cali, du Canti. Il y a de nouvelles méthodologies qui apparaissent quand même, qui arrivent à être plus hybrides, à mixer les deux. Mais voilà, vous nous demandez quand même des méthodologies qui soient plus adaptées aux problématiques de l'industrie pharma. La deuxième, bah, c'est quand même plus des trois quarts d'entre vous qui estiment qu'il est indispensable que les études de demain puissent permettre une plus grande hybridation dans les sources de données qui sont utilisées. Donc, ça veut dire en croisant des données structurées et sollicitées, comme bah, des études quanti, par exemple, où on va vraiment aller solliciter la donnée avec des questionnaires, avec des données non sollicitées et non structurées. Depuis 5 à 10 ans, on voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de projets d'études, notamment auprès de patients, qui intègrent des briques écoute du web ou qu'on appelle aussi social media listening. Ces méthodologies, elles ont vraiment permis, je pense, d'intégrer davantage de données non sollicitées et non structurées issues des réseaux sociaux, des témoignages de patients aussi, par exemple. Mais visiblement, bah, vous souhaitez quand même aller un cran plus loin dans notre capacité à analyser des données qui proviennent de sources beaucoup plus différentes, pas seulement et uniquement de données générées via des questionnaires. Et puis, enfin, un peu plus loin dans le classement, l'optimisation des coûts. Celui-là, je vous avoue qu'on a été quand même un peu moins étonné. Il y a près d'un décideur sur deux qu'on a interrogé ici qui estime qu'il sera indispensable de réduire les coûts qui sont liés à une étude ad hoc à l'avenir. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler ensuite, mais l'IA va jouer aussi sur ce point un rôle quand même important pour permettre à vos prestataires d'optimiser un certain nombre de coûts qui sont liés à la production des études, en permettant notamment de réduire considérablement les temps passés en fait sur la production des matériels d'études, notamment questionnaires, guides d'entretien, mais aussi potentiellement le temps qu'on passe à analyser les questions ouvertes. C'est que des exemples, mais voilà, beaucoup de choses qui vont permettre potentiellement de diminuer les coûts à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant d'IA, l'IA faisait partie des thèmes qu'on souhaitait aborder avec vous dans les 3 ou 4 derniers chiffres qu'on va vous présenter à travers ce projet. Alors, ce résultat, c'est un résultat qui nous a presque un peu surpris, surtout quand on entend tout le bruit qu'il peut y avoir autour de l'impact de l'IA sur toutes les facettes de nos vies professionnelles, personnelles.
Mais voilà, il y a quand même plus de la moitié d'entre vous qui estiment que l'IA, même si ça aura un impact important sur les études ad hoc, on ne peut pas vraiment parler d'une révolution. C'est un constat intéressant parce que vous êtes à peine plus d'un tiers à considérer que ce sera une vraie révolution. On parle plus ici d'un impact jugé important, mais pas une révolution. Mais si ces changements, ils sont pas, vous les percevez pas comme révolutionnaires, vous les voyez quand même intervenir assez vite, puisque voilà, vous êtes près de la moitié d'entre vous à estimer que l'IA aura un impact significatif sur la conduite d'études ad hoc d'ici 1 à 2 ans. Et enfin, dernier point de la présentation avant de passer à un cas d'usage concret avec Lucie. On va terminer avec deux chiffres, je pense, assez importants, puisqu'on parle beaucoup d'IA, mais concrètement, en fait, quelles applications est-ce que vous voyez aujourd'hui pour les études ad hoc de demain? Déjà, le premier cas d'application à fort potentiel pour vous, c'est le prédictif. Je m'explique. Aujourd'hui, les études ad hoc, elles sont principalement des outils qui sont tournés vers ce qu'on pourrait appeler de l'explicatif. De fait, quand vous nous sollicitez pour faire une étude ad hoc, le plus souvent, c'est pour comprendre un comportement, comprendre une baisse de vos ventes, mesurer des changements de perception, mesurer des attitudes, bref, expliquer. Et selon vous, en fait, c'est ce qui ressort de ce projet aussi, c'est que le potentiel de l'IA va être de transformer en fait ces études ad hoc en les faisant passer d'outils très explicatifs à des outils qui sont vraiment beaucoup plus prédictifs. Et donc, du coup, en augmentant là aussi la qualité des analyses statistiques qui vont être potentiellement réalisées. Autre cas d'application, et ça va faire une excellente du coup transition pour la suite de ce webinaire. Il y a plus de la moitié d'entre vous qui estiment que les bénéfices de l'IA profiteront surtout à l'analyse de grandes quantités de textes non structurés. Quand on parle de grandes quantités de textes non structurés, il faut comprendre ici des questions ouvertes dans des études quantitatives, mais aussi pour des études qualitatives par entretien individuel notamment ou bien, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, mais de témoignages qui peuvent être postés sur les réseaux sociaux, qui sont aussi de la matière en fait pour tous les métiers qui sont dédiés aux insights. Et justement, pour évoquer ce sujet, on a souhaité inviter aujourd'hui un partenaire avec lequel on travaille assez régulièrement. C'est un partenaire qui s'appelle Bilendi. Bilendi et Farmed Insight travaillent vraiment régulièrement ensemble sur différents types de projets. C'est une collaboration qui peut aller du recrutement de patients ou de consommateurs via leur panel, jusqu'à la mise à disposition en fait de software quanti ou quali qui nous permettent à nous, chez Pharmed Insight, de mieux travailler ou en tout cas de travailler plus efficacement. Et donc, du coup, on a décidé en fait d'inviter Bilendi pour vous présenter un cas d'application concret de l'IA dans le domaine des études qualitatives. Lucie, ça va être à toi. Je crois que tu voulais démarrer par un petit disclaimer sur l'utilisation de l'IA chez Bilendi, hein, Non, classique. mais c'est bien. Déjà, tu as bien présenté Bilendi. Merci, Anthony. Je t'en Parce prie. qu'effectivement, on est un acteur de la collecte de données et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'appliquer l'IA à nos terrains d'études, qu'ils soient quanti ou quali. Parce que, comme l'a dit Anthony, on est vraiment sur, dans l'accompagnement, mais aussi bien des études quali que quati. Aujourd'hui, on va se consacrer plutôt sur les études qualitatives online, parce que sinon, le webinaire durerait un petit peu trop longtemps. Euh, on pourra en discuter, mais là, on va se concentrer sur le quali. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, nous pensons que l'IA n'a pas velléité à nous remplacer, mais qu'elle peut devenir une véritable alliée. Nous, chez Bilendi, on l'appelle le bon assistant à études. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé de développer Barry. Donc Barry, tu peux passer à la slide suivante, Yes. c'est Bilendi Artificial Research Intelligence. C'est une IA interne alimentée par ChatGPT et développée par des qualitativistes. Donc, c'est des experts des études Quali Online qui ont entre 15 et 20 ans d'expérience dans le secteur des marchés des études, qui sont des passionnés d'IA. Et tout ça dans le but d'apporter ce que ChatGPT n'a pas aujourd'hui, à savoir la connaissance du secteur des études. Parce que c'est bien de promouvoir l'IA, c'est bien d'utiliser l'IA au sein des études, mais ce qu'il faut, c'est relier la connaissance du secteur du marché, qui est quand même très important, avec cette force que représente l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que nous avons une équipe, en gros, qui travaille
quasiment en permanence sur l'IA et l'apport de l'IA au sein des études. Du coup, Lucie, Euh, oui, quand tu parles de modération ici, on est sur quel type de dispositif exactement? On est sur des communautés, enfin, sur du Kali, des communautés online, du alors synchrone, de ce que l'asynchrone? j'appelle Kali ou effectivement communauté, en fait, nous, on a développé une plateforme qui permet d'interagir avec des participants, que ce soit en mode individuel ou collectif. Donc, tu peux être toi modérateur et participer en one-to-one avec un patient, ou tu peux faire interagir entre eux des individus. Au sein d'une même communauté, on peut poser des questions uniquement en individuel, Ouais. ou on peut laisser les autres participants découvrir les réponses des autres et pouvoir interagir entre eux. Tout est modulable et c'est en asynchrone ou synchrone. Ok, super. Du coup, tu veux peut-être nous parler des principales forces de Donc, Paris aujourd'hui en tant que ouais, solution Barry, d'IA? en gros, juste pour Ouais. terminer, aujourd'hui, ça intervient sur tout le process du coup de la communauté en ligne. Ça va de la création du guide d'entretien à l'analyse des verbatims en passant par la modération. Donc, ce qu'on aime à dire, et tu en as parlé tout à l'heure, mais ça aide effectivement, ça nous permet, et ça vous permet potentiellement de gagner beaucoup de temps et d'argent accessoirement, puisque une fois développé, ben, tout est à disposition au sein de la plateforme. Et c'est pas tout à fait les mêmes budgets. Si on revient maintenant sur la modération, Barry, c'est de l'IA, donc évidemment, ça modère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en temps réel. Tu peux aller sur la slide d'après, pardon. Voilà, merci. Maintenant, ça reste une IA. Donc, comme tout IA, il faut l'aiguiller. Donc, au moment de mettre en place une communauté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer les objectifs de l'étude, la problématique de l'étude, ce qu'on attend des participants, afin qu'ils gardent toujours en tête cet objectif, qu'ils comprennent les réponses des participants dans leur contexte et qu'ils puissent les relancer en conséquence. Ils ne relancent pas forcément en fonction du nombre de mots répondus la première fois par le participant. Au contraire, ça va plutôt être en fonction de l'intérêt ou non de la relancer. Donc, une personne peut avoir répondu de manière assez longue, mais si on sent qu'il y a une idée à creuser, Barry va la relancer. À l'inverse, tu réponds à une question ouverte, je ne sais pas. Si tu ne sais pas la première fois, il y a peu de chances que vous sachiez la deuxième fois, donc on va pas relancer. On va passer à la question suivante. On peut décider de garder la main sur la modération en choisissant un mode qui va être en semi-automatique. Et dans ce cas, Barry va vous proposer des relances que vous allez valider ou non. Mm. Ou alors, vous décidez de laisser la main à Barry en automatique. Dans tous les cas, vous avez toujours la main sur la communauté et vous pouvez Ouais. toujours continuer de modérer en parallèle. L'un n'empêche pas l'autre. Et nous avons 3 modes d'intensité. Plus le niveau, évidemment, est élevé, plus Barry pose de questions aux participants. Ok, il y a une question, je pense, que se posent pas mal de gens avec ce type de solution, c'est est-ce que vous êtes transparent avec les participants sur le fait que Barry est une IA et que du coup, quand vous avez des participants interviewés en Cali, vous leur dites bien que c'est bien une IA et que c'est pas un humain Ouais, et que c'est accepté dès par le, les participants aussi. ouais, dès le début de la communauté, en effet, on va présenter l'IA, enfin Barry, comme un assistant et comme un membre de l'équipe, mais un membre un peu particulier, puisqu'on le présente comme notre assistant IA. Après, honnêtement, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a Barry modération. Je pense qu'il y a, allez, s'il y a eu 3 ou 4 cas de participants qui ont été heurtés par le fait que ça soit une IA, c'est le maximum. C'est même plutôt comique qu'ils finissent par parler à Barry comme si c'était un humain derrière, à le remercier, à lui Ok. dire j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter. Donc, je crois qu'ils en oublient presque que c'est de l'IA. Après, on leur dit quand même qu'il y a un humain derrière, euh, qui est toujours là pour contrôler, parce qu'on a beau être fier de notre IA, il peut y avoir quand même des ratés potentiellement. Donc, on Ouais. jette toujours quand même un regard. Ok, donc transparent sur le fait que c'est une IA. Oui, bien sûr, toujours. Donc ici, justement, on a l'exemple d'un participant qui a été relativement peu loquace dans sa première réponse et qui va malgré tout être relancé par Barry. Donc tout ce que vous voyez en vert, c'est les relances de Barry, parce que Barry a détecté quelque chose qui était intéressant. Là, en l'occurrence, la question portait sur l'avenir des médias en proposant un scénario qui était tourné sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Et là, on voit que Lynx a répondu, je ne suis pas sceptique car je trouve que ce scénario existe déjà, non.
Donc c'est là où Barry va trouver ça intéressant parce qu'il va lui demander en quoi il estime que ça existe déjà, il va lui demander d'approfondir. Et là, on voit effectivement que en réponse, pour le coup, il y a un peu plus de contenu et que ça va dans le bon sens. À l'inverse, si tu passes à la slide suivante, on a plutôt un participant, voilà, ici, qui a déjà livré pas mal de contenu dans sa première réponse, mais qui suscite l'intérêt de Barry parce qu'il a émis une réserve dans sa réponse sur la notion de l'IA, enfin son Hmm. avis en tout cas sur la question. Et donc Barry va le relancer. Et là, c'est pareil. On voit que c'est pas parce qu'il a dit beaucoup de choses la première fois qu'il a plus grand-chose à dire derrière, parce que si on va et si on cible sur un point précis de sa première réponse, il va aller livrer davantage d'informations et c'est ce qu'on cherche derrière. Donc pour nous, euh, voilà, très bien, super. Pour chacune des questions que nous posons dans chacune des communautés, Barry, on peut activer Barry Analyse cette fois-ci. Donc Barry modère, mais Barry Analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, Barry va mettre en avant les idées clés. Il va faire un résumé de tous les posts Ouais. qui ont été rédigés et répondus pour la question. Il va les quantifier et ensuite il va les illustrer par des verbatims. Donc c'est une véritable aide à l'analyse qui va nous permettre, nous, de nous concentrer sur les aspects les plus importants de l'étude, qui va aussi donner la possibilité de débriefer à chaud, d'échanger sur les contenus et de creuser des idées ou des nouvelles pistes de réflexion. En fait, on s'est rendu compte, pourquoi on a développé ça? Parce qu'on s'est rendu compte, on a des modérateurs au sein de l'équipe Kali, et très souvent, à la fin de la communauté, on regarde tous les verbatims et on se dit, mince, on aurait pu creuser ça parce que c'est vrai que c'est intéressant, ça ressort pas mal, mais ça, Hmm. on s'en rend compte une fois que la communauté est Ouais. clôturée. Or là, en activant Barry, ça permet de mettre en évidence les principales idées et potentiellement de revoir un peu le guide d'entretien, de le modifier ou de rajouter peut-être un jour supplémentaire ou quelques questions supplémentaires pour aller tester ou approfondir une piste auquel on n'aurait pas forcément pensé en amont. Et donc là, effectivement, c'est un exemple où vous avez, alors c'est pas tout à fait comme ça dans l'interface, mais ceci étant, c'est des screenshots, donc c'est à peu près l'idée. Vous avez la question, vous allez générer, vous avez tous les posts, donc toutes les réponses dans le back-office. Vous allez appuyer sur faire un petit clic qui va générer, enfin que Barry va déclencher. Donc ça prend, allez, 1 à 2 minutes, c'est quand même pas instantané, mais c'est assez rapide. Et vous allez voir ici que il y a 120 posts qui ont été collectés. Non, pardon, sur la slide d'avant. Ouais, excuse-moi. 120 postes qui ont été collectés. Et là, Barry va faire un résumé, en gros, une analyse globale de la question. Donc là, ils vont nous dire très rapidement, les participants expriment des avis nuancés sur l'IA et la création de contenu. Certains soulignent son utilité pour gagner du temps, améliorer la productivité, tandis que d'autres craignent qu'elle ne remplace la créativité humaine, blablabla. À partir de cette analyse globale, il va aller créer des clusters, des grandes thématiques pour résumer pour aider justement dans cette première analyse. Donc là, on peut voir que 38% des participants ont parlé des risques éthiques liés aux fake news. 41% ont parlé de la déshumanisation et de la perte d'authenticité. Mais si tu passes du coup à la slide suivante, Ouais. on se rend compte aussi que 33% évoquent en revanche l'utilité et le gain de temps de l'IA. Donc là, Barry, à chaque fois, va nous dire ce qu'ils ont dit. Donc les participants reconnaissent l'IA comme outil pratique qui permet de gagner du temps et d'accroître la productivité, notamment en automatisant des tâches répétitives. Pourquoi? L'IA répond aux besoins modernes d'efficacité et de rapidité, catalysant la compétitivité économique et la transformation digitale des entreprises. Et pour chacune de ces thématiques, Barry va nous mettre en avant des verbatims issus évidemment des Ouais. participants qui vont venir illustrer la raison de la création de cette thématique. Donc là, on voit qu'il y a 4 participants, mais il y en a bien plus. Mais bon, si on relance Barry, on peut avoir d'autres exemples, mais on va avoir les verbatims qui nous font dire qu'effectivement, pour certains, il y a une véritable utilité et gain de temps. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, ce que je peux te dire sur l'IA au sein des communautés en ligne, même si on pourrait dire plein de choses, parce que comme tu On est l'as dit, il aide d'accord. aussi à la création de guides d'entretien. Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Mais, Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas évidemment à les mettre dans le chat. Je vois qu'il y a, pour l'instant, tout va bien. On est arrivé au bout de ce webinaire. Bah, du coup, déjà, merci Lucie. Encore une fois, on souhaitait vraiment remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à ce questionnaire qui était quand même un peu long. On vous a présenté ici que quelques questions, mais c'était une étude qui était quand même beaucoup plus longue que ça et vous avez vraiment pris le temps d'y répondre et c'est super sympa de votre part. Donc, on voulait vraiment vous remercier. Et évidemment, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez de toute façon, dans tous les cas, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez forcément mon adresse mail. Et puis, ben, on se reparle très vite. Donc, encore merci à tous. On a respecté les délais, on est bien. Il est 13h37. Vous avez juste le temps de prendre un café avant de reprendre. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup tout le monde en tout cas. Merci Lucie encore. Et, merci Anthony, et à bientôt. merci à tous. Au revoir. Au revoir.